On va parler maintenant de causalité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la causalité d'un système? Un système auquel on ne fournit rien en entrée ne peut pas me fournir quelque chose en sortie, ce qui est tout à fait normal. C'est le cas de tous les systèmes réels. Le système physique réel, si vous ne lui avez pas fourni quelque chose en entrée, il ne peut pas vous fournir quelque chose en sortie. Je veux par exemple avoir de la lumière, je vais appuyer sur un interrupteur. Je ne peux pas avoir de la lumière sans que j'ai actionné quelque chose. Alors, quand on dit donc d'un système qui est causal, ça veut dire donc, c'est exprimé ici par la formule, donc si l'entrée est nulle, donc il n'y a pas eu d'excitation, il ne devrait pas y avoir de sortie. Maintenant, qu'est-ce que ça implique en termes de produit de convolution? On rappelle que le produit de convolution s'écrit de la sorte parce qu'il est commutatif. Vous avez les deux notations. Donc, si un système est causal, logiquement, qu'est-ce qui devrait se passer? La sortie, puisque la sortie dépend du système et de l'entrée. On dit que c'est une somme pondérée de l'entrée. Pourquoi somme? Parce que c'est une intégrale et les coefficients de pondération, c'est votre système. Donc, si ce système, si l'entrée est nulle, la sortie devrait être nulle. Donc, la sortie ne pourrait pas dépendre d'un instant futur. Donc, ici, puisque j'intègre par rapport à taux, donc je fais l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, il n'est pas question qu'il y ait t plus quelque chose ici, puisqu'elle ne peut pas, la sortie ne peut pas dépendre d'une entrée future. Le seul moyen de s'assurer de cela, c'est qu'ici, quand je vais intégrer, il faudrait que j'intègre jusqu'à t, c'est-à-dire taux ne saurait excéder t. De la même façon, si j'applique cela pour cette formulation, la sortie ne peut dépendre d'une entrée future. Elle peut dépendre des valeurs précédentes, mais pas d'une valeur qui n'existe pas encore. Ici, on écrit t moins taux. Donc, il faudrait que ce taux-là soit exclusivement positif. Elle peut dépendre d'un instant précédent, T-1, T-2, T-3, mais surtout pas T plus quelque chose. Pour qu'il y ait un plus ici, il faudrait que je considère un taux qui serait négatif. Parce qu'avec si taux est négatif, alors moins taux serait positif. Donc ici, quand je vais intégrer, je ne peux pas envisager de considérer un taux qui serait négatif. Ça veut dire ici, puisque j'intègre par rapport à taux, je vais écrire 0. Donc, ce qui me permet d'obtenir les deux formules suivantes pour le produit de convolution. Mais ces deux formules-là, elles ont aussi une conséquence qui est quoi? Qui est que quoi? Puisqu'ici, je suis en train d'intégrer, donc ici, si je considère la première formule, enfin peut-être celle-ci est plus simple. Ici, je suis en train de considérer que h de taux, puisque taux va de 0 à plus l'infini. Ceci signifie que h de taux est strictement positif. Donc, ça a pour conséquence, donc un système, il suffit pour qu'un système soit causal, que h de t n'existe pas pour les instants négatifs, puisqu'ici, taux va de 0 à plus l'infini. Taux est compris entre 0 et plus l'infini. Si taux est compris entre 0 et plus l'infini, il en est de même pour t. Voilà comment on exprime la causalité d'un système. Un système est causal si il n'existe pas pour des instants négatifs. Rappelez-vous que lorsque vous dites causal, vous faites un dessin, vous écrivez comme ça et vous dites le signal est causal parce qu'on le multiplie par U de t, qui est l'échelon. Parce que U de t, il démarre à 1, il démarre à 0, pardon, il vaut 1 pour les valeurs pour t supérieures ou égales à 0. Il n'existe pas pour les instants négatifs. Donc, voilà la conséquence de la causalité par rapport à l'écriture de mon système. Donc, h de t n'existe pas pour les instants négatifs. Le raisonnement que je viens de faire pour les cas continus, je peux le réitérer pour les cas discrets. Donc, pour les cas discrets, je veux démarrer de la même formulation, c'est-à-dire si à ce système-là, je n'ai rien fourni en entrée, il n'est pas question qu'il me fournisse quelque chose en sortie. Donc, de la même façon, on rappelle le produit de convolution pour les systèmes discrets. Pareil aussi parce qu'il est commutatif. Donc, vous avez les deux formulations. Maintenant, c'est la même chose. Donc, y de n, la sortie ne peut pas dépendre d'un instant futur, puisqu'il faut qu'il y ait quelque chose, action pour qu'il y ait réaction. Donc, la sortie ne peut pas dépendre d'un instant futur. Donc, quand je vais faire ma sommation, cette valeur-là ne saurait dépasser n. Puisque si ça dépasse n, ça veut dire que la sortie dépend d'un instant futur. Donc, à ce moment-là, cette sommation va se faire de moins l'infini jusqu'à n. De la même façon ici, si la sortie ne peut pas dépendre d'un instant futur, ici, je ne peux avoir que des valeurs qui seraient, il faudrait que n soit positif pour que ce soit, ça dépende de n-1, -2, -3, plein d'autres valeurs, mais surtout pas
je ne dois pas trouver n plus quelque chose. Pour que je ne trouve pas n plus quelque chose, il ne faudrait pas que n soit négatif. Donc, ça veut dire que je vais faire ma sommation de 0 jusqu'à plus l'infini, ce qui m'amène aux équations suivantes. De la même façon, si je regarde maintenant le fait que n démarre à 0, ça signifie que h de m ici, sa sommation se fait sur m, donc h de m prend des valeurs de 0 jusqu'à plus l'infini, donc ce qui a pour conséquence la même chose, il faut que h de n n'existe pas pour les instants négatifs. Voilà ce qu'on entend par la causalité. De toute façon, tous les systèmes réels sont causaux, à moins de penser à un traitement différé. Si c'est un système réel, il ne peut être que causal. Je suis en train de faire quelque chose, elle ne peut pas dépendre de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, puisque cette chose n'est pas encore arrivée. Alors, le temps d'effacer, on va prendre des exemples. Alors, les exemples. Alors, je le reprends ici. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que la causalité signifie que une sortie ne peut pas dépendre d'un instant futur. Donc, il faut que cette sortie ne puisse pas s'écrire en fonction d'un instant futur. Je regarde le premier système. La sortie dépend donc de l'entrée courante et de l'entrée précédente. Donc, ce système est causal. Je regarde celui-là. La sortie dépend de l'entrée courante. Donc, c'est causal. Entrée courante causale, entrée courante causale. Alors, ici, il faut bien faire la distinction. Ce n'est pas parce que je vois n plus 1 que je vais dire qu'il n'est pas causal. Ici, c'est écrit n plus 1. Donc, n plus 1 dépend de n plus 1. Donc, ça veut dire qu'il dépend de l'entrée courante. Il ne faudrait pas qu'il y ait, par exemple, écrit n plus 1, y de n plus 1, et puis qu'il y ait écrit quelque part x de n plus 2. Il faut regarder, on va dire, la plus grande valeur qui est entre parenthèses. Il ne faudrait pas qu'il y ait une valeur qui lui soit supérieure strictement. Ça peut lui être inférieur ou égal. Donc, ce système aussi également est causal. Voilà, donc ce qu'on entend par la causalité. On va maintenant parler de la stabilité. Ah, pardon. Le seul système qui n'est pas causal, je ne l'ai pas évoqué. Bien sûr, celui-ci n'est pas causal parce que la sortie dépend de l'entrée courante et d'une entrée future qu'il n'y a pas encore. Donc, c'est un système qui n'est pas causal. Bien, on va maintenant parler de la stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par stabilité? On dit que si l'entrée est bornée, un système qui serait stable, si on lui fournit une entrée bornée, alors la sortie sera également bornée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bornée? En fait, si votre entrée, quand on dit bornée, regardez l'axe des Y, c'est-à-dire si votre sortie, elle admet une valeur min et elle admet une valeur max, pardon, votre entrée admet une valeur min et admet une valeur max, c'est-à-dire que xn ne diverge pas, c'est-à-dire que je sais que mon entrée est comprise entre une certaine valeur min et une certaine valeur max. Alors, je dirais de mon système qu'il est stable si, donc on parle toujours du système. Quand on dit système, c'est h de t. Là, c'est l'entrée et là, c'est la sortie. Nous, on parle de notre système. Un système qui est donc stable, si vous lui fournissez une entrée bornée, ah ben, la sortie aussi va être bornée. Elle va admettre un min et elle va admettre un max. Voilà ce qu'on entend par un système qui serait causal. Donc, si mon système est stable, donc à une entrée bornée, ma sortie sera donc bornée. Ici, voici un exemple. Donc, la sortie est bornée puisqu'elle est comprise, elle est autour d'une certaine valeur, donc qui est elle-même le minimum et le maximum. Il en est de même pour la sortie. Donc, quand on entend bornée, ça veut dire que ça ne va pas à l'infini. Ici, donc je vois que ma sortie, voilà, la plus grande valeur, c'est celle-ci, et la plus petite, c'est celle-là. Ici, vous avez un exemple d'une sortie d'un système qui n'est pas stable. Donc, c'est un système à qui on a fourni en entrée quelque chose de borné, le même système, mais dont la sortie n'est pas bornée puisqu'il c'est un système donc qui diverge, donc il va plus l'infini ici à moins l'infini. Donc, voilà ce qu'on entend par la stabilité. Rappelons que le produit de convolution est, je rappelle la formulation du produit de convolution, donc y, alors, y de n, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini x de t, x de taux, h de t moins taux, d taux. Donc,
c'est une sommation pour qu'elle soit finie. Donc, nous, on lui fournit une entrée finie pour que cette sommation, parce que l'intégration est une sommation, pour qu'elle soit finie, il suffirait que celle-ci le soit également. Lorsque vous multipliez quelque chose de fini par quelque chose de fini, vous obtenez donc quelque chose de fini. C'est pour ça que donc, il suffit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de t dt soit elle-même finie. Si elle est finie, vous multipliez deux surfaces finies, vous obtenez quelque chose, une surface qu'il est possible de calculer. Mais si l'une des deux surfaces diverge, ce calcul ne sera pas fini. Donc, voilà comment on définit la stabilité des systèmes. Donc, si l'entrée est finie, il suffit juste que le système aussi soit fini. S'il est fini, on peut multiplier quelque chose de fini par quelque chose qui l'est également et obtenir quelque chose de fini. On peut le voir mieux dans le cas où c'est discret, puisque c'est la somme des x de m, h de n moins m, de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on démarre de l'hypothèse que ça, c'est fini. C'est l'hypothèse de départ. Si c'est fini, vous êtes en train de faire une sommation. Si ceci ici est également fini, c'est le même principe, parce que l'intégrale est une sommation. Donc, je multiplie quelque chose de fini par quelque chose de fini. Je vais trouver donc quelque chose qui l'est également. Alors, juste pour signaler, c'est le même principe. Donc, un système qui est fini, c'est aussi un système dont l'énergie est finie. Parce que quand vous calculez l'énergie, vous écrivez somme des h de m module au carré et vous sommez sur m. Pareil, que vous fassiez la valeur absolue au carré, que vous écriviez ici valeur absolue, c'est la même chose. Donc, tout signal à énergie finie est forcément stable. Je prends valeur absolue ou au carré. Maintenant, pourquoi valeur absolue? C'est juste pour éviter le cas où vous avez, par exemple, quelque chose qui ferait ça. Un système, je vais écrire donc valeur 1. Supposons que j'ai un système qui évoluerait de la sorte, c'est-à-dire un coup, par exemple, la même valeur, je l'ai ici, par exemple, en positif, puis j'ai la même valeur en négatif. Ensuite, j'ai une valeur ici en positif, une valeur ici en négatif, mais qui aurait aussi tendance à aller vers l'infini, c'est-à-dire qui ferait aussi ça. Et la prochaine valeur, c'est ça. C'est pour éviter le cas où j'aurais un système qui aurait tendance à aller vers l'infini. C'est pour ça, comme ici, valeur absolue inférieure à 1. Parce que ici, imaginons, donc c'est un système qui ferait ça. Je vais dessiner en pointillé, par exemple, qui ferait ça. Donc, et qui évoluerait, c'est-à-dire vous auriez la valeur qui est là, c'est juste celle-ci décalée d'un point. Ici, si vous ne mettez pas valeur absolue, qu'est-ce qui va se passer? Cette valeur avec celle-là, elles vont se compenser, ça fait 0. Celle-ci avec celle-là se compense, celle-ci avec celle-là se compense. Et vous allez écrire, quand vous allez calculer somme des h de m, vous allez trouver 0. Et pourtant, c'est un système qui n'est pas stable. C'est pour ça que vous avez ici valeur absolue. Là, on va directement voir donc des exemples et on va voir si ces systèmes-là sont stables ou pas. Donc, alors on va les prendre un à un et on va voir si ces systèmes sont stables en respectant la règle. Donc, si l'entrée est finie, il faut que la sortie le soit. Donc, si ça c'est fini et que B est une constante, donc fini plus fini me donne fini. Donc, pour celui-ci, c'est bon. Ici, fini plus fini me donne quelque chose de fini. Ici, bien qu'il y ait écrit B à la puissance xn, mais si je regarde ici, c'est une constante puissance quelque chose de fini, puisque c'est fini, donc ça va me donner quelque chose qui est fini. Je regarde ce système-là, yn plus 1 fois n fois xn plus 1, vous avez ici n. Donc, si vous multipliez, si n va vers l'infini, donc ce sera quelque chose de fini fois l'infini, ça vous donnera donc infini. Donc ici, ça ne marchera pas. Je regarde ce système-là, alors, ça c'est fini. Par contre, exponentielle n peut être infini si n tend vers l'infini. Donc, ça ne marchera pas. Fini, valeur absolue de quelque chose de fini, c'est fini. Ici, j'ai x de n que je multiplie par sinus de pi f0n, bien que j'ai un n comme les deux autres cas, sauf que si sinus, il est borné, il est entre moins 1 et 1. Donc, celui-ci aussi, ça marche. Mon système, je peux dire que donc mon système est stable puisque si je lui fournis une entrée finie fois quelque chose qui est borné puisque sinus est compris entre moins 1 et 1, donc ça me donnera quelque chose de fini. Cet exemple-là, il a été donné pour que vous ne pensiez pas à généraliser en vous disant si je trouve n à l'extérieur, si n se trouve à l'extérieur, donc c'est ce système qui n'est pas stable. Non, il faut regarder l'opération dans laquelle est impliqué le n. Ici, c'est un sinus. Donc, sinus est borné, donc c'est un système qui est stable. Donc, chaque fois que c'est une sommation d'éléments finis, donc c'est un système qui est stable.
Si je risque de multiplier par une valeur qui, pour un n qui tend vers l'infini plus l'infini, est aussi infini, donc c'est un système qui est instable. Donc, en parlant de cet exemple-là, on va justement parler des filtres RIF et RI juste pour vous, parce qu'ils sont aussi liés à cette notion de stabilité. Donc, je vais juste effacer ça. Regardez, un filtre RIF, ça s'appelle réponse impulsionnelle finie. Là aussi, on va dire pourquoi ça s'appelle réponse impulsionnelle finie. Si vous avez un filtre RIF, c'est un filtre dont la sortie ne dépend que de l'entrée. Donc, ici, vous avez un système qui est… Donc, c'est la façon la plus générale d'écrire un filtre RIF. Donc, c'est une somme des éléments de l'entrée. Vous voyez bien que c'est aussi un système causal. On a dit que si c'est causal, ça va commencer à 0 et ça va donc s'arrêter à une certaine valeur. Ici, on a pris n. Donc, ici, je prends cet exemple-là. Donc, yn, je vais le développer. Donc, ça me fait b0 xn plus b1 xn moins 1, puis le dernier élément qui est bn xn moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'un filtre RIF? On dit que le filtre RIF est toujours stable, ce qui est tout à fait normal, puisque ce qu'on a dit, vous faites une sommation, donc c'est une somme d'éléments finis. Un filtre qui est stable, donc l'hypothèse de départ, c'est que l'entrée soit bornée, ça veut dire finie. Si à entrée bornée, j'ai sortie bornée, il est stable. Je vois ici que c'est une somme d'éléments finis, donc ça va me donner forcément donc, quelque chose de fini. C'est pour ça qu'on dit d'un filtre RIF qu'il est toujours stable. Maintenant, par rapport à cette dénomination, réponse impulsionnelle finie, parce que lorsque vous voulez, on sait que lorsqu'on prend xn qui vaut delta n, alors forcément en sortie s'écrit xn que je convolue avec delta n, sachant que c'est l'élément neutre du produit de convolution. Donc, en sortie, donc, oui, je devais prendre, pardon, ça c'est delta n, et ça, je vais le réécrire. Je efface juste la dernière partie, alors. Donc, j'ai xn, je l'écris d'abord en général, donc xn, je convolue avec delta, avec h de n. Ça, c'est l'écriture du produit de convolution. Donc, si je prends xn qui vaut delta n, j'ai juste mal remplacé. Donc, ça me donne delta n que je convolue avec h de n, sachant que Dirac, c'est l'élément neutre du produit de convolution. Donc, je vais trouver h de n. Donc, si je prends l'entrée comme étant n Dirac, je retrouve ce qu'on appelle la réponse impulsionnelle, puisque c'est la réponse à l'impulsion de Dirac. Donc, ici, regardez, donc si je remplace ici, dans ce cas-ci, ça va me donner quoi? Donc, je remplace xn par Dirac, ça me donne b0, delta n, plus b1, delta n moins 1, plus bn, delta petit n, moins grand n. Ici, donc, on dit RIF, réponse. Donc, je viens de trouver YN ici, qui est donc mon H de N, puisque j'ai pris la réponse à n Dirac, me donne le filtre. Donc, ça me donne H de N, et on dit réponse impulsionnelle finie. Donc, la réponse impulsionnelle, elle est finie. Elle compte un certain nombre d'éléments. Dans ce cas-ci, qui est le cas général, elle compte N plus 1 élément. Par opposition, pourquoi on dit d'un filtre RII? Donc, rappelez-vous, donc je parle de deux choses. Donc, je dis pourquoi on appelle ça un filtre à réponse impulsionnelle finie. Voilà l'explication. Et ce filtre RIF est toujours stable parce que la stabilité dit à entrée finie, sortie finie, puisque je somme un certain nombre fini d'éléments finis. Maintenant, j'efface juste cette partie et je vais expliquer pourquoi on parle d'un filtre RII et pourquoi un filtre RII, je ne pourrais pas savoir s'il est stable ou pas juste en regardant sa formulation. Il faudra faire appel à d'autres outils, notamment la TZ. Donc ici, pour un filtre RII, votre sortie, alors non seulement vous avez retrouvé la même expression, elle dépend de l'entrée, mais elle dépend aussi des sorties précédentes, c'est-à-dire je vais écrire YN comme ça. Donc YN, en fait, je retrouve là ce que j'avais écrit auparavant, c'est B0 xn plus jusqu'à bn xn moins n, mais alors moins a1, j'ai ramené l'y de l'autre côté, donc je vais pas l'écrire ici, moins a1 y1 moins a2 y2 jusqu'au dernier élément qui est moins am
YN moins 1. Alors, ce filtre-là, par contre, je ne pourrais pas savoir s'il est stable ou pas juste en regardant sa formulation. Parce qu'en fait, vous avez la sortie, vous ne pouvez pas faire ce qu'on avait fait tout à l'heure, écrire xn vaut delta n et trouver la réponse impulsionnelle et trouver h de n. Si vous écrivez h de n, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez trouver, donc, ça marchera au début, vous allez trouver delta n plus jusqu'au dernier élément bn delta n moins n, sauf que ici, vous allez avoir moins a. Pourquoi j'ai écrit yn? Là, c'est yn moins 1. Et ça, c'est yn moins 2. Je l'ai mal formulé, parce que le dernier, c'est yn moins 1. Donc, ici, je l'écris comme ça, sauf que ici, vous allez écrire moins a1, yn moins 1, qui lui-même s'écrit aussi comme ça. Et ça n'en finit pas. C'est pour ça qu'on dit réponse impulsionnelle finie. Je vais prendre un autre exemple pour qu'on puisse mieux voir pourquoi on l'appelle réponse impulsionnelle finie. Je vais prendre un exemple plus simple. Je vais mettre ici. Donc, je vais écrire. Je prends donc xn plus 2xn moins 1 plus 2y. Je vais écrire yn moins 1 tout simplement, comme ça. Regardez, si je veux remplacer par un dirac, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, sachant que si xn vaut delta n, moi, je vais retrouver h de n. Je l'écris. Regardez ce que ça me donne. Ça me fait, donc, c'est h de n. Alors, je remplace par un dirac. Ça fait delta n plus 2 delta n moins 1 plus yn moins 1. Mais que vaut yn moins 1? Yn moins 1, il vaut donc, je remplace juste n par n moins 1, il vaut donc xn moins 1 plus 2 xn moins 2 plus donc yn moins 2. Je me mets à remplacer. Ça me fait quoi? Je remplace yn moins 1. Ça me fait donc, toujours par un dirac, plus delta de n moins 1 plus 2 delta de n moins 2. Mais je trouve encore yn moins 2. Ce yn moins 2, il s'écrit comment? Il s'écrit xn moins 2 plus 2 xn moins 3 plus yn moins 3. Même si je remplace par un dirac, ça me fera donc delta de n moins 2 plus 2 delta de n moins 3. Et ça n'en finit pas. Yn moins 3, lui-même, ça va s'écrire en fonction de yn moins 4, et ainsi de suite. Donc, ça n'en finit pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est un filtre à réponse impulsionnelle. Je vais l'écrire ici, réponse impulsionnelle infinie, puisque je n'en finirai jamais yn-3 qui lui-même s'écrit en fonction de yn-4. Donc, cette suite-là est infinie. C'est pour ça qu'on dit que c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie. Et pourquoi je ne peux pas savoir qu'il est stable? C'est parce que vous allez sommer quelque chose d'infini. Si cette somme, elle va avoir tendance à converger, elle sera finie, elle sera calculable. Mais si maintenant cette somme, elle a tendance à augmenter, donc ce sera un système qui sera instable. Donc, vous ne pouvez pas savoir à l'avance si votre filtre RII est stable ou pas. On fait appel à d'autres outils, dont notamment la TZ, pour pouvoir juger de la stabilité du système. Voilà, donc j'en ai fini pour cette fois-ci. La prochaine fois, je parlerai de l'autocorrélation et de la corrélation.